Le télescope spatial James Webb ou JWST est un peu le paparazzo intergalactique ultime. Il saisit des clichés de certaines des vedettes les plus célèbres de l'univers. Étoiles, galaxies, exoplanètes. Quoi que l'on désire, le télescope spatial James Webb le prend en photo. Alors, si tu es un fan des célébrités cosmiques, jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus belles photos d'étoiles. La nébuleuse de la Carène. L'image de la nébuleuse portant le nom charmant de Carina a été publiée le 12 juillet. Le télescope a capturé une magnifique vue de cette nébuleuse, située à environ 7500 années-lumière de la Terre. Surnommée les falaises cosmiques, il s'agit en fait d'un foyer de jeunes étoiles, dont certaines sont plusieurs fois plus grandes que notre Soleil. La nébuleuse de la Carène est un véritable spectacle céleste situé dans la constellation australe de la Carène. Elle est proprement énorme, avec environ 260 années-lumière de diamètre. Les étoiles massives de cette nébuleuse sont si brillantes et si chaudes qu'elles créent un nuage incandescent de gaz et de poussière autour d'elles. La nébuleuse de la Carène contient également des nuages tourbillonnants de gaz et de poussière où naissent de nouvelles étoiles. Le gaz s'effondre sous son propre poids, devient plus chaud et plus dense, et tout cela conduit finalement à la création de nouvelles étoiles. Cependant, la nébuleuse de la Carène n'est pas seulement un paisible lieu de formation d'étoiles. Elle est le théâtre de certains des événements les plus destructeurs de l'univers, capable de créer de prodigieuses ondes de choc qui anéantissent tout sur leur passage. C'est un majestueux chaos. Le quintet de Stéphane. Cette photo a également été publiée le 12 juillet. Le quintet de Stéphane est un groupe observable de 5 galaxies, situées à une immense distance de notre planète, soit environ 290 millions d'années-lumière dans la constellation de Pégase. C'est comme une réunion de familles cosmiques. Toutes ces galaxies sont liées les unes aux autres et interagissent les unes avec les autres d'une manière très intéressante. Elles s'étendent et s'attirent les unes les autres au moyen de leur gravité, échangeant constamment du gaz et de la poussière. Cette interaction entraîne la collision et la fusion de certaines galaxies, ce qui peut engendrer toutes sortes d'effets intéressants, comme des sursauts de formation stellaire et des supernovae. Grâce à James Webb, nous avons pu observer des ondes de choc, des queues de marée et d'autres détails étonnants de ces galaxies. Leurs interactions créent un spectacle époustouflant que l'on peut voir clairement sur cette photo. Jupiter. Et voici notre bonne vieille copine géante. Cette image a été publiée par la NASA le 22 août. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est connue pour ses nombreuses lunes et ses magnifiques nuages tourbillonnants. Mais elle possède également un système d'anneaux, tout comme Saturne, qui sont constitués de minuscules particules de poussière en orbite autour de la planète. Ces anneaux sont beaucoup plus petits et moins visibles que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même très intéressants. Jupiter possède également des aurores, qui sont des spectacles lumineux colorés se produisant dans l'atmosphère de la planète. Elles sont causées par les particules chargées du vent solaire qui interagissent avec le champ magnétique de Jupiter. Comme sur Terre, elles sont visibles près des pôles de la planète. Mais ces aurores sont beaucoup plus lumineuses et intenses que les nôtres. On peut même observer ce spectacle lumineux depuis l'espace. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en mesure de capturer ce spectacle éblouissant. La photo du télescope spatial montre les aurores de Jupiter, ses anneaux et même 2 de ses lunes, Amalthée et Adrastée. Il est étonnant de voir à quel point elles sont nettes et lumineuses sur cette photo. La galaxie de la roue de Chariot. La NASA a publié cette image le 2 août. Cette photo nous montre la galaxie de la roue de Chariot et ses proches voisines. Cette galaxie doit évidemment son nom à sa forme circulaire et elle ressemble un peu à une roue de bicyclette, n'est-ce pas? Il s'agit d'une masse géante et tourbillonnante d'étoiles, de gaz et de poussière, située dans les profondeurs de l'espace. Elle a la forme d'une roue à fuseau, avec de longs bras en spirale. Ces bras sont maintenus en l'état par la gravité de la région centrale, qui abrite un trou noir supermassif. Mais la galaxie de la roue de Chariot est un peu différente des galaxies spirales qui lui sont apparentées. Elle s'est formée lorsqu'une galaxie plus petite est entrée en collision avec une galaxie plus grande, créant une onde de choc qui s'est propagée dans le gaz et la poussière environnante. Nous devrons certainement visiter cette galaxie un jour et cela promet sans doute d'être un voyage endiablé. La galaxie spirale M74. Et voici une autre galaxie spirale,
La NASA a publié cette image le 22 juillet. Le télescope James Webb a dû traverser d'épaisses couches de poussière et de gaz pour distinguer ce magnifique amas d'étoiles. M74 appartient à une classe spéciale de galaxies spirales connue sous le nom de galaxies de grand style. Cela signifie que ces bras spiraux sont visibles et clairement dessinés. Il se passe toutes sortes de choses étonnantes à l'intérieur des galaxies spirales. Des supernovas, des étoiles naissant dans des nuages de gaz et de poussière, et bien d'autres merveilles cosmiques. Le gaz et la poussière incandescents, les étoiles brillantes et les motifs tourbillonnants des bras spiraux en font l'un des objets les plus frappants de l'univers. C'est ce que l'on peut clairement voir dans l'exemple de M74, la nébuleuse de la Tarentule. Cette image de la nébuleuse au nom effrayant de Tarentule a été publiée le 6 septembre. La photographie couvre pas moins de 340 années-lumière. C'est une distance colossale. Grâce à cette image, les astronomes ont découvert de nouvelles jeunes étoiles qui étaient auparavant masquées par la poussière. La nébuleuse de la Tarentule est située à 160 000 années-lumière de nous, dans le grand nuage de Magellan. C'est la plus grande et la plus brillante région de formation d'étoiles du groupe local, les galaxies les plus proches de notre Voie lactée. Elle doit son nom à sa forme, qui ressemble un peu aux pattes d'une grosse araignée. Il s'agit d'une vaste région de l'espace, d'environ 1000 années-lumière de diamètre, qui abrite certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers. L'une des raisons pour lesquelles la nébuleuse de la Tarentule intéresse les scientifiques est sa composition. Celle-ci est proche de celle des régions d'étoiles, dites du midi cosmique. Ce que l'on appelle l'état de notre univers lorsqu'il n'était âgé que de quelques milliards d'années. À cette époque, la formation d'étoiles était à son apogée. Grâce au télescope James Webb, nous pouvons mieux étudier cette galaxie et découvrir ce qu'était notre univers au sommet de sa gloire. Les anneaux de Neptune. Cette photo a été publiée le 21 septembre 2022. Sur cette photo, on peut même voir 6 petites lunes à côté de la planète, avec Triton qui brille de 1000 feux en haut à gauche. Tu ne pensais quand même pas qu'il s'agissait du Soleil, n'est-ce pas? Eh oui, Neptune a aussi des anneaux. C'est un peu l'accessoire cosmique ultime. Ils ajoutent une touche de glamour et de style à la planète. Mais à la différence des bagues de joaillerie, ces anneaux sont faits de petites particules de poussière, plutôt que de diamants et d'or. 5 anneaux ont été baptisés autour de Neptune. Les anneaux de Gale, le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Les chercheurs pensent qu'ils sont relativement jeunes, bien plus jeunes que notre système solaire, et bien plus récents que les anneaux d'Uranus, par exemple. Ils ont probablement été créés lorsque l'une des lunes intérieures de Neptune s'est approchée trop près de la planète et a été déchirée par sa gravité. Nous n'avions pas été en mesure d'observer les anneaux de Neptune aussi nettement depuis le passage de Voyager 2 en 1989. C'est donc une excellente occasion d'observer ces anneaux de plus près. Les piliers de la création. Cette photo a été publiée le 19 octobre. Les piliers de la création sont devenus célèbres grâce au télescope Hubble. Mais cette photo est encore plus impressionnante et beaucoup plus détaillée. Ces colonnes, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, mesurent environ 5 années-lumière de haut, ce qui est vraiment, vraiment grand. Et elles ressemblent à de majestueuses formations rocheuses, en beaucoup plus transparent. À l'instar d'un plateau de tournage hollywoodien, il déborde d'actions et d'effets spéciaux. 16 colonnes abritent certains des processus les plus spectaculaires de l'univers. Le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité, formant des amas qui finiront par devenir des étoiles. La région regorge de radiations intenses, de jets de particules à haute énergie et de supernovae. C'est comme une version cosmique de Survivor. Et comme si ce n'était pas assez effrayant en soi, voici une autre photo publiée par la NASA le 19 octobre. Elle a été partagée juste avant Halloween. Ici, les piliers ressemblent à une main sinistre qui s'étire pour attraper quelque chose. Brrr. Quoi qu'il en soit, toutes ces photos nous offrent un spectacle vraiment impressionnant. Elles nous rappellent l'incroyable complexité de l'univers et les choses étonnantes qui se produisent même dans les coins les plus sombres et les plus reculés du cosmos. Espérons que le télescope James Webb continuera de nous émerveiller à l'avenir. Des centaines de vaisseaux spatiaux diplomatiques décollent de la Terre et se dirigent vers l'espace. Lorsqu'ils atteignent leur destination, ils sont accueillis par des vaisseaux extraterrestres. C'est le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre.
On a réussi à les détecter il n'y a pas si longtemps, dans un système stellaire très proche de chez nous. Celui de Proxima Centauri. Cette étoile, une naine rouge, est la plus proche de notre système solaire. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil, et donc seulement 50% plus grande que Jupiter. Mais Proxima Centauri est 8 fois plus lumineuse que le Soleil. Ce système stellaire se trouve à 4,2 années-lumière. C'est le temps qu'il faut à un photon pour voyager de cette étoile à la Terre. À titre de comparaison, il ne faut que 8 minutes à la lumière du Soleil pour atteindre notre planète. Si tu décidais de te rendre sur Proxima Centauri, il te faudrait environ 73 000 ans avec une fusée classique. C'est plus long que l'existence même de notre civilisation intelligente. Mais ce n'est pas l'étoile elle-même qui nous intéresse, c'est la planète qui est en orbite autour d'elle. Il s'agit de Proxima Centauri b. Elle est 17% plus grande que la Terre et environ 10% plus lourde. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 7,3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit 20 fois plus loin. Mais l'étoile haute, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle n'émet pas autant de lumière et de chaleur que notre Soleil. La planète Proxima Centauri b se trouve donc en plein dans la zone habitable de l'étoile. Elle est située à une distance si parfaite de son étoile mère qu'il n'y fait pas trop chaud et qu'elle ne se transforme pas non plus en un bloc de glace. En d'autres termes, la température qui y règne permet à l'eau d'exister à l'état liquide. Cela signifie que Proxima Centauri b pourrait abriter la vie. Mais d'autres observations de la planète ternissent quelque peu le tableau. L'étoile haute est très instable. Sa luminosité change trop fréquemment. En 2017, les astronautes ont été témoins d'un flash catastrophique. L'étoile a accru sa luminosité près de 1000 fois pendant 10 secondes. Avant cela, il y a eu un autre flash, plus faible. La planète a reçu une énorme quantité de radiation. S'il y avait eu de la vie là-bas, cette éruption l'aurait complètement anéantie. Dans l'ensemble, Proxima Centauri b reçoit environ 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les organismes vivants complexes ne peuvent pas vivre dans de telles conditions. Les scientifiques affirment que même s'il y avait une atmosphère et un océan sur Proxima Centauri b, ce rayonnement constant les ferait tout simplement disparaître de la planète. Proxima Centauri b est si proche de son étoile haute qu'elle est en rotation synchrone avec celle-ci. Cela signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, tout comme la Lune est toujours tournée vers la Terre du même côté. Cela signifie qu'une seule face de la planète reçoit cette terrible quantité de radiation. Et certains experts spéculent qu'une civilisation intelligente pourrait vivre sur le côté sombre de la planète. C'est peut-être cette civilisation qui nous a envoyé l'étrange signal que les astronomes ont capté en 2019. Les scientifiques l'ont décrit comme une éruption optique brillante et de longue durée, accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Ce signal radio a été observé pendant 30 jours par l'un des radiotélescopes de la Terre. Les scientifiques ont pensé que le signal était artificiel et qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation extraterrestre. On peut supposer que le signal provenait de Proxima Centauri b ou de l'une des lunes qui pourraient se trouver dans ce système stellaire. Mais d'autres observations n'ont pas permis de détecter à nouveau le signal. Désormais, la principale théorie affirme que ce signal radio n'était qu'une sorte d'interférence provenant d'une technologie terrestre. Mais que se passerait-il s'il avait vraiment été envoyé par une civilisation vivant sur la face cachée de Proxima Centauri b? Eh bien, nous pourrons bientôt le découvrir avec certitude. Un tout nouveau télescope est en train d'être lancé dans l'espace. Il s'agit du télescope spatial James Webb. Son lancement est prévu pour la fin de l'année 2021. Une fusée d'appoint décollera de la Terre et entrera en orbite. Puis elle livrera le télescope à un point précis, entre notre planète et le Soleil, où leurs forces gravitationnelles sont à peu près égales. De plus, il n'y a pas de pollution lumineuse dans l'espace, contrairement à la surface de la Terre. Il n'y a pas non plus de nuages ou d'autres conditions météorologiques qui pourraient gêner le télescope. Le télescope spatial James Webb remplacera le télescope Hubble, qui fonctionne depuis 1990. Ce nouveau télescope coûte 9,8 milliards de dollars. Et voici pourquoi. Il utilisera un miroir aussi large qu'un ring de boxe. Cela lui permettra de voir très loin dans l'espace. Si loin d'ailleurs, que la lumière de certains événements qui s'y déroulent n'aura pas encore atteint la Terre. Cela signifie que nous pourrons littéralement regarder dans le passé. Le télescope spatial James Webb verra l'univers presque immédiatement après le Big Bang. Nous verrons comment les premières étoiles et galaxies sont nées, et comment l'univers s'est transformé en ce que nous observons aujourd'hui. Mais ce télescope pourra aussi être utilisé pour examiner Proxima Centauri b. Les astronomes y chercheront de la lumière artificielle, comme les lumières LED que nous avons sur Terre. Si Proxima Centauri b abrite vraiment de la vie sur sa face sombre,
Alors les habitants ont dû apprendre à transférer la chaleur et la lumière de sa face éclairée. Et ils doivent aussi utiliser une lumière artificielle pour alimenter la vie de leur côté. Le télescope spatial James Webb est suffisamment puissant pour distinguer les ondes lumineuses émises par l'étoile de celles qui pourraient être créées artificiellement du côté obscur de la planète. Et si nous détectons effectivement une lumière artificielle, nous aurons la toute première confirmation qu'une civilisation intelligente pourrait exister en dehors de notre système solaire. Mais il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs et l'interprétation des données. La seule façon d'établir la vérité une fois pour toutes est d'envoyer une sonde spatiale vers Proxima Centauri B. Nous pourrons alors obtenir de vraies photos de la planète. Le principal problème est la distance. Bien que Proxima Centauri soit le système stellaire le plus proche de la Terre, il faut quand même des dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Après tout, la sonde spatiale Voyager 1 a eu besoin d'environ 44 ans rien que pour quitter le système solaire. Et ce n'est qu'un minuscule pas par rapport à la distance réelle de l'étoile la plus proche. Nous avons donc besoin d'autres méthodes de déplacement, et elles doivent être beaucoup plus rapides. Certains scientifiques veulent envoyer des microsondes vers Proxima Centauri B. Elles ne sont pas plus lourdes qu'une aiguille à coudre. Un véhicule de lancement déploiera environ 1 millier de ces sondes en orbite. Puis elles déploieront une voile spatiale. C'est un matériau ultra léger qui utilisera la puissance de la lumière pour créer une poussée. Lorsque la voile sera déployée, un puissant faisceau laser sera concentré sur elle. Cela accélérera les sondes jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Ce sera un record de vitesse absolue selon les normes actuelles. Mais il faudra encore environ 21 ans pour que ces sondes atteignent leur destination. Et nous devrons attendre environ 4 ans de plus pour recevoir le premier signal de leur part. Le système stellaire de Proxima Centauri n'est pas le seul monde à accueillir potentiellement la vie. Et l'une des tâches du télescope spatial James Webb est d'en trouver d'autres. Les puissants instruments du télescope lui permettront de trouver des planètes relativement froides, où les températures sont proches de celles de la Terre. Nous pourrons étudier en détail environ 2 douzaines de systèmes stellaires proches. Et nous pourrons détecter non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi leurs lunes. Les scientifiques s'attendent à un bond dans la découverte d'exoplanètes. Dès la mise en service du télescope en 2022, nous détecterons constamment de nouveaux mondes et en apprendrons davantage sur ceux qui ont déjà été découverts. Le télescope spatial James Webb nous permettra aussi de mieux étudier notre propre système solaire, et notamment la lune de Jupiter baptisée Europe par exemple. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau là-bas. Bien qu'Europe ressemble à un bloc de glace, l'interaction gravitationnelle de la Lune avec Jupiter réchauffe son noyau. Cela fait probablement fondre la glace située profondément sous la surface. Il est donc probable qu'il y ait un océan sous la croûte de glace. Des conditions similaires pourraient exister sur Encelade, la lune de Saturne. Cette lune est géologiquement active. Il y a des geysers qui jaillissent des fissures à la surface du satellite. Les instruments infrarouges du télescope spatial James Webb pourront explorer Europe et Encelade, à la recherche de biosignatures. Ce sont les traces d'activité d'organismes vivants ou de bactéries. Ce télescope est prévu pour fonctionner pendant environ 6 ans. Mais à l'avenir, nous en lancerons un encore plus grand. Il s'appelle LUVOIR, qui est l'acronyme de Large UV Optical Infrared Surveyor. Son miroir sera 2 fois plus grand que celui du télescope spatial James Webb et presque 7 fois plus grand que celui de Hubble. Il devrait être lancé en 2039 et mis en orbite à l'aide d'une fusée super lourde. Puis, il faudra livrer le télescope à sa destination, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ensuite, il commencera ses observations. Nous pourrions apprendre à voyager plus vite que la vitesse de la lumière à ce moment-là. Ensuite, si nous trouvons une planète potentiellement habitable à l'aide du télescope, nous pourrons y envoyer une sonde spatiale ou même une équipe d'explorateurs. Dans ce cas, une rencontre diplomatique avec une civilisation extraterrestre pourrait devenir réalité. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes.
Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages
sont constituées de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments. La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme exoplanète ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement
qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice. Il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant, elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre, et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier. Cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019, des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui, sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète.
Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac. Pourrait y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan. Ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche. Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère. Il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace. Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie. Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur K2-18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps. Vénus et la Terre sont si différentes qu'une question aussi absurde que « qu'est-ce qui est le plus long ? Un jour ou une année ? Laquelle n'aurait aucun sens sur Terre ? Prend tout son sens sur notre voisine. En effet, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Pour mettre cela en perspective, un jour vénusien équivaut à 243 jours terrestres, tandis qu'une année vénusienne ne dure que 225 jours terrestres. C'est comme si vous fêtiez votre anniversaire chaque jour. Vénus est souvent surnommée la jumelle maléfique de la Terre. Leurs différences sont si frappantes qu'on pourrait croire qu'elles proviennent de galaxies totalement différentes. Pour vous donner une idée de leur divergence, si le rapport jour-année ne suffisait pas, le Soleil se lève à l'ouest sur Vénus et se couche à l'est. L'une des rares similitudes entre ces deux planètes est leur taille. Pourtant, il fut un temps où Vénus et la Terre étaient notées comme cul et chemise, les meilleurs amis qui soient depuis les débuts du système solaire. Vénus était autrefois le centre de toutes les attentions. Les scientifiques de la NASA pensent qu'elle aurait pu abriter un océan d'eau liquide et des températures de surface propices à la vie pendant jusqu'à 2 milliards d'années. Mais la Vénus actuelle est tout autre, avec ses températures extrêmes et une atmosphère dense en dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce relooking cosmique ? La taille, l'emplacement et l'attitude. Autrement dit, la distance par rapport au Soleil et la chaleur interne de la planète, qui ont joué un rôle crucial dans les destins de Vénus et de la Terre. À propos, il fut un temps où 3 planètes pouvaient potentiellement abriter la vie. Vénus, la Terre et Mars. Imaginez 3 gâteaux dans un four. Une fois cuits, il serait temps de les sortir. L'un aura été placé devant une fenêtre ouverte en plein hiver, un autre posé soigneusement sur une table et recouvert d'un joli torchon propre, et le dernier aura tout simplement été oublié dans le four. Mars, la Terre et Vénus sont comme ces 3 gâteaux.
Mars est devenue trop froide et inhospitalière. La Terre est restée agréable et tempérée, bien protégée de la plupart des désagréments, tout comme le gâteau chanceux protégé par son torchon. Et Vénus est devenue brûlante et proprement immangeable. En termes de développement, la Terre a suivi une voie lente et régulière, préservant ses océans, son atmosphère stable et sa biodiversité. Vénus, en revanche, a accru sa température, vu s'évaporer ses océans, et n'a pas lésiné sur les gaz à effet de serre. En conséquence, nous avons une planète où vous fondrez plus vite qu'un bonhomme de neige au mois de juillet. Mars, au contraire, vous transformerait en glaçon en quelques secondes. Toutefois, il se pourrait qu'elle ait été assez accueillante. Certains scientifiques pensent que Mars était autrefois couverte de rivières et de lacs en abondance, et qu'elle ne manquait certainement pas d'eau. Même aujourd'hui, Mars possède encore les vestiges d'un océan baptisé Oceanus Borealis. Cet océan a perdu presque toute son eau au fil du temps. Désormais, les sources d'eau martiennes comprennent les calottes glaciaires des pôles et les minéraux présents dans la roche. Selon les estimations, seul 1% de toute cette eau s'est évaporée, tandis que 99% seraient toujours prisonniers de la planète rouge. Les calottes polaires de glace sont faciles à appréhender puisque nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches contenant de l'eau? C'est simple. Il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a des argiles hydriques composées de silicium et d'oxygène, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent également contenir du magnésium et du fer, lesquels se déclinent sous la forme de sulfate hydraté. Ne soyez pas dégoûtés si l'on vous apprend que tout cela dégage une forte odeur d'œuf pourri, mais c'est typique du sulfure d'hydrogène et pas seulement du soufre. Ces minéraux intègrent l'eau directement dans leur formule chimique. On trouve aussi la silice hydratée, dont la formule contient également de l'eau. Les scientifiques ont expérimenté la culture de plantes dans des conditions similaires à celles de Mars et ont obtenu quelques succès avec la luzerne. La culture de la luzerne a également aidé à accélérer la croissance d'autres plantes, comme les navets et la laitue. Bien que de l'eau puisse être disponible sur la planète rouge, l'air sur Mars est principalement composé de dioxyde de carbone. Cependant, l'expérience d'utilisation in situ des ressources en oxygène de Mars, ou simplement MOXIE, peut produire de l'oxygène sur Mars, ce qui pourrait être crucial pour les missions futures. Concernant les sources d'énergie martiennes, les énergies solaires, éoliennes et géothermiques figurent parmi les plus prometteuses. L'énergie solaire est moins efficace sur Mars en raison d'une lumière plus faible et de fréquentes tempêtes de sable, mais les énergies éoliennes et géothermiques pourraient servir d'alternative. Avec ces ressources à disposition, les humains pourraient potentiellement prospérer sur Mars. Mais revenons à la comparaison de nos planètes sœurs. Tandis que Mars et la Terre possèdent des lunes, Mars en ayant même 2, Vénus n'en a aucune, tout comme Mercure. En raison de sa proximité avec le Soleil et de la forte attraction gravitationnelle de notre étoile, Mercure ne peut pas retenir de satellite. La probabilité qu'une lune orbitant autour de Mercure entre en collision avec la planète ou soit attirée dans l'orbite du Soleil serait plus qu'élevée. Tout cela semble assez évident. Toutefois, l'absence de lune autour de Vénus demeure une énigme irrésolue. Malgré les températures extrêmement élevées de Vénus, les scientifiques pensent que même aujourd'hui, elle pourrait ne pas être aussi hostile à la vie que nous le pensions auparavant. Une récente étude du MIT a découvert 19 acides aminés qui ont survécu un mois entier dans une solution comparable à ce que l'on trouve sur Vénus. Et oui, certains aiment quand c'est épicé. En outre, Rocket Lab et l'Institut de technologie du Massachusetts s'associent pour envoyer un engin spatial non habité, le Venus Life Finder, en mission d'exploration. Cet appareil recherchera des signes de vie dans l'atmosphère vénusienne à l'aide d'un instrument spécial appelé néphélomètre à autofluorescence. Et non, on n'invente rien. Initialement prévue pour un lancement en 2023, la mission a été reportée à décembre 2024, avec une arrivée dans l'orbite de Vénus prévue pour mai 2025. L'objectif de la mission est de découvrir des composés organiques dans l'atmosphère de la planète, ce qui pourrait indiquer l'existence de conditions habitables dans sa couche nuageuse. L'engin spatial est équipé d'un étage de croisière baptisé Photon Explorer et d'une sonde atmosphérique compacte dotée du néphélomètre. La sonde descendra à travers l'atmosphère vénusienne, collectant des données sur les particules nuageuses et les composés organiques. En 2020, des scientifiques ont annoncé la découverte de phosphine sur Vénus, un composé potentiellement lié à la vie. Ils travaillent encore à confirmer cette découverte, en utilisant des données provenant de télescopes ou même de missions antérieures.
Il se pourrait que des preuves soient cachées dans les anciennes données reçues de Vénus par la NASA, lesquelles pourraient apporter plus de clarté sur cette découverte. La possible présence de phosphine sur Vénus a éveillé à la fois enthousiasme et prudence parmi les scientifiques. Pour confirmer cette hypothèse, davantage de données issues de télescopes ou de nouvelles missions spatiales sont nécessaires. Si ce gaz est effectivement détecté, cela pourrait indiquer l'existence d'une forme de vie produisant de la phosphine dans les nuages de Vénus, marquant ainsi un grand pas vers une meilleure compréhension de la planète. Certains experts estiment que l'envoi de sondes vers Vénus pour détecter directement la phosphine serait la méthode la plus fiable pour confirmer sa présence. Il se pourrait même qu'une mission de la NASA des années 80 ait déjà détecté cette phosphine, mais que cette découverte soit passée inaperçue à l'époque. Aujourd'hui, les données sont réévaluées pour identifier toute preuve négligée de la présence de ce gaz. Cela pourrait également indiquer que la phosphine est présente dans l'atmosphère de Vénus depuis des décennies, soulevant des questions sur son origine. Cependant, cette interprétation ne fait pas l'unanimité, et un débat s'est engagé parmi les scientifiques sur la nature réelle des gaz détectés. Les anciennes données provenant d'autres missions pourraient également receler des indices de la présence de phosphine sur Vénus. Tandis que de nouveaux engins spatiaux s'apprêtent à explorer la planète, la clé pour résoudre ce mystère pourrait bien se trouver dans des archives vieilles de plusieurs décennies. À ce jour, 46 missions spatiales ont été envoyées vers Vénus, certaines profitant de l'assistance gravitationnelle de la planète lors de son survol. La dernière fois qu'un engin spatial a réussi à atterrir sur Vénus remonte à juin 1985, lors de la mission Vega 2. À présent, nous n'avons plus qu'à attendre de voir quelle découverte nous réserve Venus Life Finder. Devine quoi? Des scientifiques ont eu une drôle d'idée. Des créatures cosmiques pourraient bien nous dire bonjour depuis le centre de la Voie lactée. Les astronomes sont très enthousiastes à l'idée de trouver une vie extraterrestre. C'est pourquoi ils concentrent leurs recherches au cœur même de notre galaxie. Imagine les étoiles de l'espace comme des DJ super cool qui poseraient leur propre rythme. Mais au lieu de musique, elles envoient des signaux particuliers appelés impulsions radio. C'est leur façon de dire « quoi de neuf, l'univers ». Ces impulsions radio sont en fait de petites bouffées d'énergie qui voyagent à travers l'espace. Il ne s'agit cependant pas d'un simple bruit quelconque. Elles présentent un motif spécifique qui les distingue de tous les autres sons. C'est comme un code secret ou un rythme spécial que seules CS étoiles sauraient créer. Les scientifiques sont très curieux de ces impulsions radio, car ils estiment que des êtres intelligents d'autres planètes pourraient éventuellement y avoir recours. C'est comme un langage galactique qu'ils pourraient utiliser pour communiquer. Ces chercheurs astucieux ont donc créé des outils et des logiciels spéciaux pour écouter ces signaux. Un peu comme si tu écoutais ta station de radio préférée, mais qu'au lieu d'écouter de la musique ou des débats, tu essayais de capter ces rythmes cosmiques. Ils espèrent débusquer ces structures uniques en leur genre, qui pourraient être le signe que d'autres êtres cosmiques essayent de communiquer avec nous. Pour ce faire, ils ont eu recours à un télescope de pointe, le Green Bank Telescope, situé en Virginie occidentale, afin de rassembler un maximum de données. Puis ils se sont mis en quête de CES signaux. Mais voilà, ils n'ont rien trouvé cette fois-ci. Pas d'inquiétude cependant, car leurs logiciels de haut volume sont rapides comme l'éclair, et ils les aideront à chercher encore mieux la prochaine fois. Mais pourquoi ont-ils choisi le centre de la Voie lactée pour cette chasse à la vie extraterrestre? Parce que le cœur des galaxies est rempli d'étoiles. En d'autres termes, il devrait s'y trouver beaucoup plus de planètes, ce qui signifie davantage d'endroits potentiellement propices à la vie. De plus, s'il existe des formes de vie super intelligentes au cœur de notre galaxie, elles pourraient ainsi facilement envoyer leurs signaux à de nombreuses planètes en même temps. Malin, n'est-ce pas? Cette histoire est passionnante car c'est la première fois que des scientifiques se lancent à la recherche de ce type de signaux. Ils estiment que l'utilisation de gammes de fréquences spécifiques et de motifs répétés serait un moyen astucieux pour les extraterrestres de se faire connaître. Il est peu probable qu'une pareille combinaison se produise naturellement, n'est-ce pas? Le plus intéressant, c'est que les chercheurs disposent d'un algorithme capable d'analyser une quantité impressionnante de données télescopiques en seulement 30 minutes. Même s'ils n'ont encore rien trouvé, ils sont convaincus que cette méthode rapide les aidera à trouver des preuves de vie évoluées dans l'avenir. Ce serait formidable, non? Comme tu le sais, l'humanité recherche depuis très longtemps à déterminer si elle n'est pas seule. Ces recherches ne sont qu'une des nombreuses tentatives visant à découvrir nos voisins. Un institut entier
est consacré à cette mission aux États-Unis, le SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence, qui se traduit par recherche d'intelligence extraterrestre. La question se pose donc naturellement. Pourquoi n'avons-nous encore trouvé personne ? C'est comme si nous scrutions le ciel depuis toujours, dans l'espoir d'y apercevoir des civilisations avancées. Sauf que nous n'en tirons absolument rien. Tout cela nous amène au fameux paradoxe de Fermi. Il s'agit d'un grand mystère qui alimente cette chasse à l'intelligence extraterrestre. On pourrait penser que, si une vie intelligente existe, nous en aurions déjà des preuves. Peut-être ces aliens émettent-ils des signaux radio qui nous sont adressés. Ou peut-être qu'ils génèrent des signaux en général, et que nous tombons dessus par hasard. Ils pourraient même avoir laissé des machines dans notre système solaire, afin de garder un œil sur nous. Peut-être conçoivent-ils des projets d'ingénierie gigantesques, comme d'immenses panneaux solaires autour de leurs étoiles. Ou encore, ils pourraient se montrer créatifs, et contaminer leurs étoiles avec des métaux lourds, juste pour annoncer leur présence. La recherche se poursuit donc. Nous n'abandonnons pas tout espoir. Et puis, peut-être qu'au lieu de nous concentrer sur les êtres intelligents de l'espace, nous devrions être à l'affût de toute forme de vie. Oui, je sais qu'un minuscule microbe n'est peut-être pas aussi excitant que de papoter avec de sympathiques créatures d'un autre monde. Mais réfléchis-y, il pourrait y avoir beaucoup de formes de vie rudimentaires dans l'espace. Il s'agirait de simples organismes nageant dans les océans, de créatures moussues s'accrochant aux rochers ou des premiers signes de bestioles explorant leur habitat. Ces créatures ne seraient peut-être pas très intelligentes, mais elles laisseraient des traces. De plus, elles pourraient être beaucoup plus répandues et plus faciles à débusquer dans notre propre galaxie. Prenons l'exemple de la Terre. Il existe une théorie selon laquelle notre atmosphère contenait autrefois beaucoup plus d'oxygène. Mais celui-ci est un peu capricieux et ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Il s'échappe dans l'espace ou se lie à d'autres éléments, se transformant en d'autres molécules comme le dioxyde de carbone. Puis, il y a environ 2 milliards d'années, des organismes unicellulaires ont décidé d'engloutir ce dioxyde de carbone et de rejeter l'oxygène, modifiant ainsi complètement l'atmosphère de la Terre. La vie a transformé la nature même de notre planète. Et devine quoi ? Nous pouvons détecter de tels changements sur d'autres planètes. Voici comment, lorsque nous observons des planètes lointaines, que nous appelons exoplanètes, il arrive qu'elles passent devant leur étoile mère. Lorsque la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, elle se mêle aux différents éléments et molécules présents dans l'air. Et tu sais ce qui se passe ensuite ? La lumière change de couleur et de saveur d'une manière bien particulière. Imagine que tu prennes un verre de limonade et que tu y ajoutes du jus de fruits. Le goût de ta limonade serait différent, n'est-ce pas ? C'est un peu la même chose avec l'atmosphère des exoplanètes. Lorsque la lumière de l'étoile traverse cette atmosphère, elle nous donne des indices sur ceux qui se trouvent dans l'air et en quoi cela diffère de la seule lumière de l'astre. En étudiant ces changements lumineux, nous pouvons donc déterminer quel type d'éléments et de molécules sont présents dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Il s'agit en quelque sorte d'une expérience de chimie cosmique qui nous permet d'en savoir plus sur l'existence éventuelle d'une forme de vie dans l'espace. Pour l'instant, nous ne pouvons donc étudier que l'atmosphère des grosses planètes qui orbitent très près de leur étoile. Mais ne t'en fais pas, le satellite de recensement des exoplanètes en transit de la NASA est sur le coup. Il découvre sans cesse de nombreuses planètes intéressantes que nous pourrons examiner de plus près avec le télescope spatial James Webb, qui est proprement surpuissant. Cet incroyable télescope peut même détecter une concentration anormale de dioxyde de carbone sur d'autres mondes. Et franchement, soyons réalistes, notre premier contact ne sera probablement pas aussi spectaculaire que dans les films. Nous n'échangerons pas de codes secrets et nous n'essaierons pas de comprendre les coutumes des petits hommes verts. Nous ne parlerons pas non plus de nos différences corporelles ou de nos coutumes farfelues. Au lieu de cela, le premier indice de vie dans l'espace se présentera probablement sous la forme d'une petite ligne ondulée sur un graphique. Elle nous montrera que des créatures vivantes ont véritablement altéré leur planète. Même les formes de vie les plus simples peuvent avoir un impact important sur leur environnement et laisser des traces visibles. Bien sûr, ce n'est peut-être pas aussi excitant que de combattre des robots de l'espace ou de vivre des aventures intergalactiques, mais imagine plutôt ceci. Trouver une forme de vie au-delà de la Terre serait énorme en soi. Les téléphones du monde entier n'en finiraient plus de retentir. Devinez quoi ? Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce serait un moment historique qui mériterait amplement d'être célébré. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à trouver des molécules organiques dans l'espace. Il ne s'agit pas d'une vie à part entière telle que nous nous l'imaginons, mais c'est tout de même assez intéressant. Par exemple, nous avons déjà commencé à trouver des composés organiques sur Mars,
Et il y a une toute petite chance que la planète ait jadis abrité des plantes, et peut-être même des animaux. Ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Mais si elle s'avérait exacte, cela montrerait que la présence d'organismes vivants dans l'univers n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. La recherche de la vie dans l'univers s'apparente à un grand jeu de détective. Nous pensions qu'il serait plus facile de la trouver, parce qu'elle aurait été capable d'émettre des signaux radio ou de transformer tout son système solaire. Mais il semble qu'en réalité, les choses soient beaucoup plus complexes. Néanmoins, nous ne devons pas abandonner pour autant. Continuons à chercher et espérons que cette nouvelle étude sur les signaux radio portera ses fruits.